Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'être là avec nous. Je suis avec Laurent Vézina. Salut Laurent. Salut Serge. Ça va bien? T'es en forme? Ah oui, oui, toi-même. Oui, pas mal, pas mal. C'est un beau mardi soir. Alors, on s'était dit qu'on ferait quelques petites diffusions en direct comme ça pour présenter tes idées, en fait, parce que les idées qu'on cogite, là, mais t'en as de nombreuses. T'as une vision du Québec que moi je trouve intéressante, qui mérite d'être connue. Alors, on va essayer de la mettre de l'avant le plus possible pour la faire connaître, la faire rayonner. Peut-être qu'on pourrait commencer par une petite présentation pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. Aujourd'hui, on fait santé. Jeudi, on est censé faire éducation. Après ça, économie, puis plan d'accès à l'indépendance. Donc, on sait que c'est divisé en 4 étapes. Peut-être commencer par te présenter. D'abord, tu es ton entreprise. Nous parler peut-être un peu de ton entreprise. L'entreprise existe depuis 30 ans. C'est l'entreprise familiale. On est dans les contrôles non destructifs. C'est de la haute technologie pour examiner la physique des matériaux, principalement dans le monde industriel, et OK. non pas dans le domaine, dans des domaines autres. Donc, nous, on s'occupe de l'industrie. On s'en occupe depuis 30 ans maintenant. OK. Et t'as eu la chance de parcourir le monde de tous les côtés depuis depuis 30 ans à peu près que tu te promènes un peu partout à diriger des Oui. projets à gauche et à droite. Ah, j'ai eu ce privilège-là. Ça m'a permis d'aller voir un peu comment les autres fonctionnent. Et puis, ça me rassure sur la manière dont on fait les choses ici. C'est pas si mal. ton C'est pas verdict, si mal. ton verdict fait que ça se tient C'est- quand même. Oui. Écoute, aujourd'hui, on parle de santé. C'est un gros sujet. Le système de santé québécois, on sait que c'est bon. T'aimes bien utiliser le mot finangivore. Ça bouffe l'argent, n'est-ce pas? C'est le ministère qui a le plus gros budget dans le budget du Québec. Toi, tu veux axer davantage. En fait, tu veux quitter le mode curatif dans lequel on a toujours réfléchi. Donc, il y a des gens malades, on les soigne, on les renvoie et tout ça. Pour aller vers un mode qui est plus préventif, bon, c'est quelque chose qu'on entend parler souvent, mais j'aimerais ça que tu le déclines un petit peu. C'est quoi ta vision du système de santé? Ma vision du système de santé, c'est exactement le- c'est en ligne droite avec le mot santé. C'est-à-dire, c'est la conserver. Évidemment, on peut naître avec des difficultés et on tombe automatiquement dans le curatif. Et il n'y a pas de doute que si on a cette malchance en tout jeune âge d'avoir des problèmes de santé inhérents euh, à des hérédités malvenues, il faut tomber dans le curatif, c'est clair. Mais généralement, je pense qu'il faut quitter ce mode curatif qui est le fondement du système de santé au Québec. Bien sûr, il y a des initiatives de prévention sanitaire qui existent, mais elles balbutient, puis elles ne sont pas bien financées, et ce n'est pas un objectif fondamental du ministère de la Santé et de la société québécoise. Moi, je veux en faire un objectif fondamental. Alors, on est dans le curatif. Ce qui coûte le plus cher, et pas juste en santé, ce qui coûte le plus cher partout, c'est le manque de prévention. Alors, ça vaut également dans le monde industriel. Si vous ne faites pas de contrôle qualité, d'assurance qualité, des travaux préventifs de maintenance, que ce soit pour un simple petit moteur de tondeuse ou pour un super ordinateur à la NASA, vous allez avoir des problèmes avec les systèmes. Alors, la biologie humaine fonctionne de la même manière. Quand on voit dans les épiceries les sucres artificiels, les gras trans et autres, les sels qui sont des tueurs, les plus grands tueurs de la société occidentale contemporaine, hein, n'est-ce pas, gras, trans, sel et sucre. Alors, il faut s'assurer qu'il y en ait moins. Il faut être capable de remplacer ces substances-là, ça c'est certain. Puis ensuite, il faut aller vers des habitudes de vie qui soient plus saines. Je vois qu'on a à peu près une dizaine de personnes avec nous en ce moment, donc ne vous gênez pas pour poser vos questions au fur et à mesure, et puis là, on va avancer quelques points saillants du programme que tu proposes sur le site web Helvézina PQ 2020. Évidemment, vous savez qu'on est en qualification en ce moment pour accéder
au débat, donc de la course à la chefferie pour devenir candidat officiel. Alors, ça nous prend des signatures ça prend 2000 signatures pour chaque candidat pour qu'il puisse se qualifier et aller au débat. Donc, s'il y a des idées ce soir que vous entendez, vous trouvez intéressantes, et que vous avez envie de les entendre dans les débats, ben, il faut aller sur le site web, il faut aller voir l'onglet appui, et là, vous avez les formulaires de tous les candidats, parce que vous pouvez appuyer plus d'un candidat, vous pouvez appuyer autant de candidats que vous le souhaitez, tous ceux que vous trouvez qui ont des idées intéressantes, qui méritent d'aller en débat. Ben, c'est simple. Là. Vous devez imprimer le formulaire, le remplir, le signer et le renvoyer numérisé en photo. Et si vous n'avez pas d'imprimante, ben nous, on peut vous le faire parvenir. Il suffit de nous donner votre adresse et puis on vous le fait suivre. Donc, le premier point que tu as mis dans ton programme de santé, et souvent on dit que bon, il n'y a pas de projet de société, la politique c'est un peu plate, c'est court-termiste et tout ça. Toi, ton premier plan d'ambition, c'est devenir le pays à la plus longue espérance de vie au monde. C'est pas rien. Non, non, c'est pas rien. Il faut de l'ambition. Comme disait le célèbre entraîneur de baseball Yogi Berra, vous n'irez pas là où vous ne planifiez pas aller. Le Québec, on commence par des choses dans lesquelles on fait bien. Le Québec fait bien en termes d'espérance de vie par rapport aux pays les plus avancés. C'est fantastique. Et encore faut-il se rendre là avec dans la meilleure santé possible. Alors, quand on voit, il y a plusieurs problématiques dans la santé. J'ai parlé de l'aspect préventif, je vais vous en dire un autre petit mot. La prévention, il faut être capable d'y travailler d'abord par la nourriture, par ce que l'on ingère en termes de nourriture. Il y a au Québec en ce moment 3% des terres arables qui sont en formule biologique. Il faut aller rapidement vers 25% de notre agriculture qui soit transformée en biologique. Il faut exempter la consommation de nos aliments ici que l'on produit des molécules Monsanto qui sont absolument carcinogènes, démontrées et redémontrées. Alors, il faut appuyer nos agriculteurs, nos fermiers, avec des budgets. Il faut les aider à quitter Monsanto. D'abord, ça va dépolluer nos rivières, n'est-ce pas? Tous les affluents et confluents qui vont vers le fleuve. 80% des rivières du Québec sont polluées au Monsanto. Alors, donc on va faire d'une pierre deux coups. Alors, ce qu'on ingère, il faut l'exempter, il faut aller vers le biologique. Ça, c'est une première chose pour la santé. Ensuite, comment se fait-il qu'on n'ait pas davantage d'aide pour que les citoyens puissent obtenir des crédits en impôts lorsqu'ils s'inscrivent dans des clubs de sport, lorsqu'ils font de l'activité physique, lorsqu'ils deviennent membres d'une ligue de hockey. On en a au fédéral, il nous en donne un petit peu pour les enfants, mais toi, tu voudrais le rendre universel à tous ceux qui pratiquent des sports. Absolument. Il faut le généraliser. La santé, ça passe par ce qu'on ingère, d'abord. Donc, il faut s'exempter le plus autant que faire se peut des gras, des sels et des sucres artificiels. Ensuite, il faut essayer de se donner accès à une nourriture localement assainie des molécules carcinogènes. Puis ensuite, il faut se tenir en bonne santé. La santé, c'est la santé physique, donc par l'activité physique. Donc, il faut donner des moyens en crédit aux gens pour que ils puissent s'inscrire dans des clubs, dans des équipes, des organisations qui leur permettent l'activité sportive. Il faut que ce soit permis également au travail. Il faut aider les employeurs à libérer du temps pour que l'employé ne passe pas 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures assis sur une chaise à ne pas bouger. Et il faut donner davantage de moyens de se détendre aux populations. Donc, on a 2 semaines de congé au Québec qui est légalisé. Il faut rapidement aller vers 4, 5 semaines de congé pour tout le monde. Il faut doubler les jours fériés pour permettre plus de temps de divertissement aux gens,
pour la santé mentale et la santé physique. Il faut que ce soit une vraie entreprise globale de se dire, on s'en va vers une population qui va vivre plus vieux, plus en santé et à moindre coût. C'est beaucoup plus cher de trouver, de faire du curatif, n'est-ce pas, de s'attaquer à des tumeurs malignes qu'on trouve partout dans nos corps en raison de toutes nos ingestions de molécules carcinogènes et que de le prévenir. D'abord, c'est plus agréable de vivre longtemps en santé que le contraire. Alors, voilà, il faut s'attaquer. Ça, c'est sur la partie, donc, fondamentalement philosophique. Comment est-ce que la santé doit s'organiser? Pourquoi est-ce que il n'y a pas, d'une manière officielle, structurée, obligée au Québec, l'ensemble des médecines qui sont dites recevables, qui ne sont pas exclusivement les médecines traditionnelles, les médecines douces, les médoucines, comme on les appelle. L'ensemble des connaissances en matière de santé, de biologie humaine, doivent être intégrées à un phénomène, un concept de santé au Québec qui soit élargi. Donc, il faut absolument sortir de ce mode curatif qui est d'abord très coûteux, comme on le sait, 45 milliards de dollars dans le budget 2020-2021 du Québec, 46 même, budget de la santé et des services sociaux. Écoutez, ça frôle la moitié du budget et ça ne va pas aller en s'amenuisant compte tenu du vieillissement de la population. Il faut prendre le taureau par les cornes maintenant. Ça prend une volonté politique de dire la population québécoise vivra vieille et en santé longtemps et ça va diminuer nos coûts de curatifs dans le système, éléments qu'on va pouvoir redistribuer par des crédits d'impôt pour l'activité physique, pour la détente et puis pour tant d'autres choses. Je vous donne un exemple. La moyenne des lits d'hôpitaux par 10 000 habitants dans le monde, dans les pays les plus avancés, est à 4, on est à 2,5. Alors, il y a un sacré bout de chemin à faire pour arriver à 4. Ça nous prend des lits. Il faut atteindre les meilleurs standards. Mais tant qu'on va rester dans le curatif, ça va coûter des fortunes. On ne va pas faire l'évocation ici des salaires des médecins spécialistes qui se sont fait consacrer des milliards de dollars au cours des prochaines années en salaire exclusivement, alors qu'on manque de lits d'hôpitaux au Québec. Alors, voilà. Il me semble que le compte est bon. Il faut réorienter cette philosophie-là, la détourner du curatif exclusivement. Là, j'entends un peu déjà les lobbies pharmaceutiques et de médecins qui disent « Ouais, mais là, si tout le monde est en santé, on n'aura plus de travail. » Ben justement, les pharmaceutiques, il faut faire deux choses avec les pharmaceutiques. Il va falloir avoir un très grand bras pour les organiser pour qu'elles restent ici au Québec parce que ça fait partie de la nouvelle économie de la vie, l'économie de la santé. Il y a des pharmaceutiques au Québec et on veut les conserver ici. Elles amènent des emplois de qualité. Alors, si on ne les possède pas en capital, on doit être capable de les conserver ici. Ce sont des entreprises qui fondent des économies de l'intelligence. Ça, c'est une chose. Il faut un très grand bras pour les conserver chez nous. Mais il faut un petit bras aussi pour leur dire stop, les redevances qui sont offertes aux médecins à gauche et à droite pour favoriser des médicaments de l'une ou de l'autre et amener nos concitoyens à consommer davantage et davantage de médicaments. On est une des sociétés les plus médicamentées en Occident. Alors, ça, il faut que ça cesse. Donc, il faut absolument s'assurer par la loi, par notre réglementation commune, que cette pratique-là, qui est indigeste, s'arrête. Dans le même esprit, j'ai mis à l'écran création d'une usine multimédicaments brevetée pour la production des médicaments les plus en demande en Occident. Peux-tu nous expliquer? Oui. Ah ben oui, parce que qu'est-ce que le COVID
a révélé, le COVID vient de révéler que 90% de nos médicaments sont fabriqués en Chine. Et ce sont souvent des copies, et souvent de mauvaises copies des originaux. Alors, c'est pas possible qu'une société comme la nôtre dépende d'un pays à 15 000 kilomètres de chez nous qui nous fournissent l'ensemble des médicaments auxquels on a recours. Alors, dans le point sur l'économie de la vie, eh bien, il faut ici s'assurer que nos pharmaceutiques se mettent en consortium et celles qui sont ici et lancent une grande usine de fabrication de médicaments qui respectent les plus grandes normes internationales et que des médicaments soient fabriqués ici même au Québec pour le monde occidental, le monde oriental également, évidemment, le monde entier. Mais fondamentalement, les premiers marchés auxquels on pourra s'adresser, ce sont des marchés occidentaux et il faut être capable ici de se donner une forme d'autonomie. On vient de le vivre avec les masques. On dit absolument, encore les Chinois, ils fabriquent les médicaments et en plus, ils fabriquent les masques. Et donc, ça va nous prendre une autonomie pour les masques. Ben, ça, c'est courte vue. On a vu encore une manière courte vue de la CAQ qui a dit, bon, on n'est pas autonome sur les masques, il faudrait être autonome sur les masques. Moi, je vous dis à la CAQ, je dis au premier ministre Legault, vous avez une courte vue. Il faut être autonome dans tout ce qui est fondamentalement lié aux sciences de la vie pour notre société à nous, dans la mesure du possible, évidemment, dans la mesure du raisonnable, à l'intérieur de nos moyens. Mais il faut d'abord se donner des objectifs. On ne peut pas dépendre d'une nation étrangère pour 90% de nos médicaments et l'ensemble de nos masques et autre chose. Il y a 46 milliards dans le budget de la santé du Québec. Il y a là, ce sont des sommes fabuleuses, fabuleuses. L'ensemble des technologies qui sont acquises par les hôpitaux, nos régies, nos CIUS, notre ministère de la Santé, on doit, si ça coûte aussi cher, si on n'a pas le choix de mettre presque la moitié du budget du Québec dans le budget de la santé, il faut au moins être capable de s'assurer que cet argent-là peut être utilisé ou maximisé dans une économie québécoise. Alors, qui sont les fournisseurs d'équipements, de matériel, de services, qui sont des entreprises québécoises qu'on doit favoriser ici? Écoutez, on va aux États-Unis et c'est marqué sur les camions de béton « Buy American »,« Buy American Act ». Alors, la plus grande économie mondiale, beaucoup plus riche que la nôtre, dit « achetons américain ». Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous ne sommes pas exactement un des pays les plus riches du monde occidental. Alors, il faut commencer à s'occuper de nous-mêmes. Il ne faut pas avoir honte ou être gêné de dire, écoutez, il y a 46 milliards dans le budget de la santé, est-ce qu'on peut s'assurer que cet argent-là est utilisé prioritairement, fondamentalement, dans une optique de favoriser les entreprises québécoises d'ici et de donner des emplois à nos belles-sœurs, à nos beaux-frères? Il me semble que ça tombe sous le sens. Ça, c'est ta vision globale de l'économie. Hein. Tout ce qui est dépensé ici, reste ici, nous revient. Quand tu donnes un salaire à quelqu'un qui travaille ici, ben, il va payer des taxes, il va payer de l'impôt, donc il en redonne déjà une partie. Puis évidemment, ben, il encourage la consommation locale. Ça, c'est le fer de lance, je dirais, de toute ta vision économique. Ben absolument. Écoute, on n'est pas. Mais si on avait le plein emploi depuis 50 ans, si on était plus riche que les Canadiens, ce qui n'est pas le cas, on est moins riche que la moyenne canadienne. Si on était plus scolarisé que la moyenne canadienne, mais on est moins scolarisé que la moyenne canadienne. Si on était, écoute, il faut regarder les choses en face. Nous sommes une société avancé. On est un pays qui n'est pas pauvre. C'est évidemment que si on était à l'extérieur du Canada, on serait beaucoup plus riche, et c'est bien mon objectif d'amener le Québec là le plus rapidement possible. Je le constate en tant que propriétaire d'entreprise tous les jours chez nous, quand on fait des affaires avec des Allemands, avec des Français ou avec des Américains. Donc, il faut qu'on améliore notre performance économique, et l'exportation, c'est fondamental.
Le problème qu'on a, c'est que notre balance commerciale est déficitaire depuis 20 ans, depuis 2000. Alors, là, je vais t'arrêter là-dessus. Je vais t'arrêter là-dessus parce qu'on va y revenir. À l'extérieur, c'est d'abord essayer d'avoir une économie qui est circulaire ici. Si on peut se favoriser nous-mêmes au départ, avec nos argents publics, payer de l'impôt, c'est une chose, mais si le gouvernement peut s'assurer après d'utiliser cet impôt pour favoriser des entreprises locales et québécoises, ben on est pas mal moins perdant que s'ils prennent notre impôt, puis ils se retournent, puis ils achètent 25 scanners fabriqués en Allemagne. Absolument. On va revenir à la santé quand même. Là. Je sais que c'est ton dada, l'économie, tu pars, puis là, on peut en faire longtemps, mais on va avoir une soirée spécifique sur l'économie. J'ai une question de Rénald qui est avec nous, alors je te la pose. Comment allez-vous bonifier la nourriture dans les écoles primaires et secondaires? Est-ce que tu as réfléchi à ça un petit peu? L'accès, je remercie Rénald pour sa question, dans la partie éducation, on va y venir, mais je viens d'évoquer l'obligation d'aller vers un mode préventif en santé, vivre mieux plus longtemps, à moindre coût pour le système. Et non, c'est plus agréable. Maintenant, ça commence aussi dans les écoles. La qualité de la nourriture dans les écoles. Moi, je vais le dire lors de la soirée éducation. Je vais proposer que le financement des écoles privées soit stoppé sur une période qui va permettre aux écoles privées de retomber sur leurs pattes. Donc, on parle d'avant 2030, n'est-ce pas? Mais il faut laisser du temps aux gens pour retomber sur leurs pattes. On ne va pas jeter tout le monde par terre. Mais fondamentalement, l'instruction publique au Québec doit être priorisée. Et donc, les financements aux écoles privées vont cesser. On va se concentrer sur une école publique et performante pour toutes et tous. Et ça va passer également par l'accès à des produits locaux, ici, québécois, bio, exemptés de Monsanto, et également, il devra y avoir, dans nos écoles primaires et secondaires, des cours, c'est pas nécessaire de faire 8 heures par semaine sur ça, mais il y aura des cours sur l'agriculture ici, les bienfaits de manger santé, sur le goût également, développer le goût des choses qui sont autres que le gras, le sucre et le sel. Donc ça s'apprend en jeune âge. Il faut développer le goût chez nos jeunes. Et donc, ça passe par avoir des cafétérias, des boîtes à lunch pour les jeunes, de produits locaux, exemptés de Monsanto, avec des choses diversifiées dans la boîte à lunch, pour permettre aux jeunes de s'exposer en jeune âge et de ne pas avoir peur d'un bout de céleri, d'un bout de brocoli ou d'un bout de carotte dès lors que ce n'est pas un Big Mac. Donc, tout se joue en bas âge. Autant la qualité de l'instruction et autant le développement des bonnes habitudes. Manger bien, courir, faire de l'exercice et aussi, on l'abordera dans la partie éducation, mais il faut se tourner vers un système qui permette aux enfants de respirer. Donc, ça va prendre une école qui donne peut-être moins de devoirs, plus de temps d'études sur place à l'école. On pourra y revenir à la partie éducation, mais oui, il doit y avoir absolument, en très jeune âge, des boîtes à lunch santé et des cafétérias santé dans les écoles et sortir des écoles gras trans, sel et sucre artificiel. Absolument. Merci pour la question, Rénald. Merci pour la réponse aussi, Laurent. J'ai une question de Tom qui porte sur l'indépendance, comment réunir les branches et tout ça. Tom, on va refaire une soirée spécifiquement sur le plan d'accès à l'indépendance. Donc, je vais garder pour aujourd'hui les questions sur la santé. Donc, si vous en avez, vous ne vous gênez pas pour les écrire. On va poursuivre dans le programme. Tu parlais tantôt des médoucines. Tu voudrais qu'on soit le premier pays à intégrer officiellement toutes les médecines à la santé des gens. Comment tu vois ça? Comment l'État peut jouer un rôle dans l'intégration de toutes les médecines? Il faut qu'elles soient accessibles dans tous les lieux où on prodigue des soins, où on fait du préventif. Partout, officiellement.
on doit reconcevoir nos méthodes de gérer la santé. Et ça se fait, évidemment, dans les lieux où est-ce qu'on prodigue des soins. Alors, il faut que... On veut un ostéopathe, il faut aller au coin de telle rue. On veut un chiro, il faut aller au coin de telle rue. On veut un acupuncteur, il faut aller au coin de telle rue. Il faut aller dans une clinique. Alors, il faut regrouper ces gens-là. Psychologie, santé, prévention, les médecines nouvelles, les médecines douces, les médecines nouvelles, elles doivent être accessibles et elles doivent faire partie du parcours prévention et du parcours soins également lorsqu'on est confronté à la maladie. Ça doit faire partie absolument du concept de vivre en santé de la naissance jusqu'à la mort. Il faut travailler sur ça. Il faut sortir le système de santé de son étreinte des corporations qui, au fil du temps, ont été amenées à se favoriser d'abord trop. Il faut évidemment que les infirmières, infirmiers, les médecins généralistes, les spécialistes, les préposés, l'ensemble du personnel, évidemment que chacun a son précaré et chacun doit voir à sa propre considération dans les travaux qu'ils font, puis dans le rapport au ministère de la Santé. Mais il faut replacer deux choses au centre du ministère de la Santé. La personne, éventuellement et malheureusement le patient, mais on espère qu'on le garde en tant que personne le plus longtemps possible, n'est-ce pas? Et le préventif. Il faut que ces deux éléments redeviennent l'essentiel des décisions qu'on prend pour orienter nos actions et pour déterminer les destinations budgétaires de 46 milliards de dollars. Mm-hmm. On a l'impression que, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ministres qui sont passés à la santé, qui ont essayé toutes sortes de choses. Je ne sais pas si toi, tu as connaissance de quelqu'un qui a essayé de faire passer ça, et beaucoup se sont cassés les dents sur une réforme du ministère de la Santé ou une vision. Est-ce que tu crois que cette vision-là que tu présentes aujourd'hui a déjà été amenée par un ministre? Puis comment tu penses que tu pourrais surmonter les obstacles que le ministère pourrait faire, ou en tout cas, je dis le ministère, c'est un peu flou, là, c'est pas juste une grande bâtisse, c'est des êtres humains qui travaillent, mais comment on peut insuffler cette vision-là pour qu'elle fonctionne? Bon, alors, il y a deux éléments principaux là-dedans. D'abord, évidemment, quand on veut faire une modification importante dans une organisation qui tourne depuis des décennies, il ne faut pas penser qu'on va faire ça en 24 heures. Mm-hmm. Donc, il faut que chaque partie prenante y trouve son compte. Alors, quand on dit qu'on va réorienter vers le préventif, ça ne veut pas dire qu'on va, du jour au lendemain, éliminer les médecins spécialistes. C'est pas ça. Donc, il faut deux choses. Il faut donner du temps. Il faut travailler sur le temps long et éviter la précipitation. Il faut se hâter, mais lentement et doucement, et c'est la manière dont on va s'assurer que le projet devient possible. Tout est possible, mais il faut donner le temps long à ces grandes organisations pour les détourner de certains mauvais réflexes qui sont rendus des habitudes. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut travailler sur une décennie. Ça, c'est la première des choses. Il faut laisser du temps. Il faut dire aux parties prenantes, donnez-nous vos doléances, voici où on s'en va. Et là, le voici où on s'en va, c'est l'autre aspect fondamental de la réussite de toute réforme d'une grande organisation. C'est la volonté politique. Il faut que les parties prenantes soient en mesure d'intégrer qu'il y a une volonté politique de se détourner du curatif, d'intégrer la santé et la prévention, et qu'il n'y aura pas de passe-droit, de raccourci, de sauf-conduit pour quoi que ce soit d'autre. Et dès lors que la volonté politique est claire, que le plan est établi et que, d'autre part,
les parties prenantes savent qu'elles ne seront pas éliminées, mais qu'elles vont être appelées à contribuer au même niveau, avec la même qualité, la même détermination, mais d'une autre manière, eh bien, vous vous retrouvez avec une recette gagnante. Il y a 46 milliards au ministère de la Santé en ce moment. C'est un ministère qui, depuis 50 ans, a investi près de 500 millions de dollars dans le projet santé. Et aujourd'hui, après 500 millions de dollars d'investis dans ce projet-là, on a 20 heures d'attente dans les urgences. Est-ce que ça, on peut qualifier ça, c'est un échec. Ce n'est pas un résultat qui est probant. Alors, je pense que le constat, je veux dire, est clair. Il y a des centaines de millions de dollars qui nous amènent à un système qui fait deux choses. Il fait du curatif et il nous met 20 heures d'attente pour l'accès aux soins. Et il a fallu se battre depuis les 5 dernières années pour avoir accès à un médecin de famille. Après 500 millions de dollars. Mais c'est clair qu'on est 150% justifié de réorienter l'animal. C'est tout. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit, deux choses. La volonté politique et il faut aussi laisser le temps aux organisations de se retourner et de les accompagner. Les organisations, les parties prenantes là-dedans, elles doivent savoir que 2030, nous serons dans un mode établi préventif. Et elles vont embarquer avec nous, car elles ont un rôle à jouer qui est attendu. Excellent. J'ai une question sur... il y a une autre question qui vient du public, je vais te la poser après, mais une question sur notre position dans la Fédération canadienne. On sait qu'il y a des budgets qui ont été coupés par le fédéral en santé de façon assez drastique, qui a fait que nous, de notre côté, on a dû couper aussi en santé. Quels avantages on aurait à devenir indépendant? Mais, écoutez, cette question-là m'interpelle à chaque fois. Je parle vraiment au niveau de la santé, là. On essaie de se concentrer sur le domaine santé. Quels avantages au niveau du système de santé on pourrait avoir? On est en train de quémander des transferts fédéraux depuis toujours. Le fédéral s'immisce à gauche, à droite aussi dans la santé. Écoutez, ça suffit. Faire la souveraineté d'un peuple, c'est rien d'autre qu'une normalité. C'est pas quelque chose, un privilège, c'est quelque chose qu'un peuple prend. Donc, une fois qu'on va se voter oui à 50% plus 1, puisqu'on a perdu à 50% plus 1, alors quand on va voter 50% plus 1, il n'y a personne qui va venir nous dire qu'on n'a pas gagné. On a laissé les autres gagner à 50% moins 1. Donc là, on va gagner à 50% plus 1, c'est notre tour. Première des choses. Donc, deuxième des choses, les transferts fédéraux, ils sont en constante diminution. On se rappelle des Jean Chrétien, Trudeau, Paul Martin, qui ont démarré tout ça. C'est une vraie honte. Donc, mais ça nous crée une dépendance. Alors, dans un État souverain, au Québec, il faut sortir de l'ornière qu'on a 110 milliards de dollars pour gérer le Québec souverain. C'est faux. Ce n'est pas ça. Le budget 2020-2021, qui ne tient plus maintenant, comme tout le monde le sait, était à 117 milliards pour le Québec. Alors, il y a presque 120 milliards de dollars pour le budget provincial et il y a 60 milliards qui s'en va à Ottawa, ça fait 180, puis il y a une vingtaine de milliards dans les villes, les MRC, les municipalités. Alors, on a 200 milliards pour gérer le Québec. Dans un Québec souverain, il y a 200 milliards pour nous réorganiser au départ. Le jour 1, il y a 200 milliards. Alors, fini le recours aux transferts fédéraux, à demander, quêter, quémander et essayer de faire le beau pour obtenir un petit financement ici pour un scanner, un petit financement là pour une clinique particulière. Terminé. On est autonome. 200 milliards de dollars pour gérer le Québec, 8 400 000 habitants. C'est dans la parfaite moyenne des pays de l'OCDE. Là, on pourra y venir dans la partie économique, mais
dès lors que vous êtes souverain, que vous pouvez décider à 100% de la destination de vos dépenses, vous êtes plus riche. D'abord, vous vous inscrivez dans la normalité, ensuite, vous gérez votre truc. Et vous ne dépendez plus de personne. Alors, les entreprises, je peux vous en parler, j'en dirige une, on se bat pour essayer d'avoir 3%, 2% de hausse de productivité dans une année. En devenant souverain, on va augmenter notre productivité de 25% en mettant derrière nous un palier complet gouvernemental. Donc, c'est un gain extraordinaire. Moi, je suis entrepreneur. Il n'y a aucun entrepreneur qui peut dire qu'il n'est pas intéressé par ça. Chaque entrepreneur dans son entreprise essaie d'être plus performant administrativement et par son exploitation. La souveraineté, c'est 25% de gain de productivité jour 1. C'est le contrôle total de tous nos argents. Il y a 200 milliards au Québec. On va redistribuer ces sommes-là entre les régions d'abord. Il ne faut plus laisser Thetford Mines crever la gueule ouverte parce que l'amiante ne se vend plus. Il faut que Thetford Mines ait ses moyens pour se remettre droit dans ses bottes sans avoir en plus l'humiliation de venir quêter à Québec par Ottawa des faux budgets. Voilà ce que je pense. Absolument. Et puisque tu parles de régions, je vais te glisser la question de Rénal d'ici, qui disait « Les régions sont orphelines en système de santé et doivent souvent faire des déplacements énormes pour se faire soigner. Comment corrigerais-tu cette situation-là? » Merci Rénal, exactement. On vient de l'aborder. Dans un Québec souverain, on va se redéfinir l'espace politique québécois. On va s'assurer que les régions ont leurs propres institutions. Et quand je dis leurs propres institutions, je pèse mes mots. Et les mots ont un sens. Donc, les régions auront une constitution locale. Elles auront des budgets à eux, des institutions régionalisées, des vrais argents, des vraies capacités en santé, en éducation, pour la police, pour le développement économique. Alors, chaque région aura sa capacité de s'organiser d'un point de vue santé, éducation, développement économique. C'est ça le Québec de demain. C'est 17 régions avec une vraie capacité autonome. Il ne s'agit pas de reproduire au Québec en devenant souverain un mauvais système confédératif improductif, ou est-ce que vous essayez de faire une modification à la Constitution canadienne puis il faut l'approbation de 100% des ours polaires du Nunavut, en plus d'Elijah Harper au Manitoba? C'est fini ce temps-là. Le Québec souverain jour 1, il est régionalisé. Les citoyens auront de vrais pouvoirs. Ils auront la capacité d'appeler des référendums d'initiative populaire. La Constitution nationale québécoise sera moderne, souple, adaptée aux régions et elle ne sera que pour le jour 1. Elle sera adaptable dans le temps. Ce ne sera pas une constitution figée pour l'éternité. Au contraire de la constitution canadienne qui est immodifiable. D'abord qui dépend de la reine en plus. C'est un anachronisme honteux, aberrant, affligeant. Alors, le Québec de demain, c'est une vraie société moderne, normalisée, avec des vrais pouvoirs pour ses citoyens et des vrais pouvoirs pour ses régions. Pour Québec, pour le gouvernement national, de s'assurer de la monnaie, des relations internationales, de la négociation des grands traités. Voilà comment est-ce que le Québec doit fonctionner demain. Excellent, merci. Question de Tom ici. Je vais la mettre ici. Monsieur Vézina, croyez-vous que nous devons donner plus de pouvoir aux psychologues, pharmaciens, chiropraticiens, physio, infirmières, en exemple? Présentement, le système est fait uniquement sur le diagnostic du médecin, ce que je trouve non productif et inefficace. Quel est le plan de ce côté? Mais Tom, merci de votre question. Mais écoutez, moi, je ne suis pas tellement un homme politique. J'aime mieux me qualifier d'être un homme d'État. Donc, vous n'aurez pas avec moi la langue de bois. Si ce que je vous dis ne vous plaît pas, ça me convient moi aussi. Moi, je vous donne l'heure juste sur ma pensée. Il est évident que demain, il faut que les responsabilités de la santé soient repartagées entre toutes les parties prenantes. Quand je vous parle de médecine douce, je vous parle aussi des infirmières, des super infirmières. Il faut repartager les responsabilités de toutes les parties prenantes de la gestion de la santé de la personne au Québec et également la régionaliser. Donc, il faut rapprocher la santé des régions
et rapprocher de prodiguer les soins du citoyen et élargir l'offre. C'est-à-dire que c'est plus qu'une seule personne qui te dit voici ton bobo et voici ce que je te prescris. Ce sera un ensemble de participants qui vont faire de nous, au Québec, la société la plus en santé de tous les pays les plus avancés. Mais est-ce que c'est trop ambitieux? J'espère que c'est trop ambitieux. Sincèrement, je l'espère. J'espère que je suis trop ambitieux. Mais j'espère qu'on vise 100 et qu'on atteindra 99,9. Et si on fait ça, on aura gagné. On vise la Lune pour atteindre les étoiles. Voilà. Absolument. Je poursuis dans ton programme. Je mets des points, augmentation x2 du nombre de congés fériés, possibilité de faire des ponts, peut-être nous expliquer ce qu'est des ponts. Tu en as parlé un peu des congés fériés, donc de laisser un peu plus d'espace, d'air, de loisirs, de repos aussi aux travailleurs. Les ponts, qu'est-ce que c'est exactement? Mais il est démontré, dans toutes les études modernes, il y en a une récente là, de la Harvard Business School. Les gens font le travail qu'ils doivent faire dans le temps qui leur est imparti, tout étant égal par ailleurs. On ne peut pas fabriquer une voiture en 60 secondes, c'est clair. Maintenant, il faut, pour aller vers une société qui est plus en santé, il faut donner plus de temps de divertissement. C'est un archaïsme, 3 semaines de congé par an. C'est un anachronisme flagrant. C'est une réminiscence du Moyen Âge. Alors, il faut d'abord donner 4, 5 semaines de congé par la loi, légalisé par la loi. C'est un incontournable. Il faut que les gens aient droit à des congés. Il y a 52 semaines dans une année. Il y a minimalement 4 semaines où on doit foutre la paix aux travailleurs et aux travailleuses du Québec. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a 11 jours fériés au Québec à peu près. Mais il faut multiplier ça par 2. Il faut se trouver des excuses pour avoir d'autres congés fériés. Ça en prend une vingtaine. Et en plus, il faut permettre aux gens de faire des ponts. Alors, vous avez un congé férié. Je sais pas moi, je prends un exemple tout à fait au hasard. Vous allez me reconnaître. Donc, la fête des Patriotes. N'est-ce pas? Donc, la fête des Patriotes tombe un mardi. Eh bien, il y a la capacité pour tous les travailleurs du Québec de faire un pont et d'avoir droit de prendre le lundi de congé dès lors qu'ils ont accumulé, par exemple, du temps supplémentaire ou qu'ils le prennent de leur propre droit à congé dans leur contrat. Voilà. Il faut qu'ils puissent prendre samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà. Et puis, ils font leur semaine dans les 5 jours précédents. Ils font leur quinzaine dans les 5 jours précédents, puis les 3 jours restants de la semaine. Et c'est amplement suffisant. Plus on a des congés, plus on a du temps pour la détente. Écoutez, au Québec, on a un taux de suicide qui est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et ça passe, entre autres, par la capacité à avoir une société qui est plus saine. Donc, il faut se sortir du boulot exclusivement. Il faut, puis en plus, s'il y a trop d'emplois au Québec, tant mieux, parce que c'est ça qu'on vise. Eh bien, on va partager du temps de travail avec les autres. Il faut aller vers le partage des temps de travail. Il y a toujours des moments où il y a des grandes entreprises, des petites également, qui ont des problèmes. Il faut être capable aussi, des fois, de repartager des emplois. Je vous donne un exemple. Volkswagen, il y a 10 ans, était dans un marasme pas possible. Mm-hmm. Et le patronat a rencontré le syndicat. Il y avait 20 000 emplois en jeu dans plusieurs usines. Le syndicat et le patronat, les deux parties se sont entendus. On garde les 20 000 travailleurs. Ils vont partager leur temps. Ils vont faire, au lieu de 5 jours semaine, ils vont faire 2 jours et demi pendant X temps. Les salaires vont être reversés de telle et telle manière et ensuite on va récupérer l'argent sur des plages temporaires différentes. Eh bien ça, c'est une société qui est vivante. C'est un patronat puis un syndicat qui travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que ça aurait pu faire 20 000 travailleurs du jour au lendemain limogés? Combien il y aurait eu de divorces là-dedans? Combien il y aurait eu de suicides?
combien il y aurait eu d'enfants qui auraient eu des difficultés à l'école en raison des engueulades entre les parents, des problèmes financiers des parents. Mais quel est le coût complet? Alors, la société doit s'attacher au coût complet. Quel est le coût complet d'une décision comme celle-là? N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on doit faire ici. Il faut être capable de garder nos gens au travail sans en faire d'eux des esclaves. Il faut être capable d'aller vers une société qui est productive, mais qui sait également se divertir et qui sait vivre en santé longtemps. D'autant, les gens vont vivre plus vieux, plus longtemps, plus sainement. Alors, est-ce qu'on doit maintenir une société qui dit tu travailles de 20 ans à 60 ans, tu as 2 semaines de congé par année, puis au premier jour que tu as 61 ans, ben, tu es en congé pour tout le temps. Mais c'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est pas ça. L'avenir, c'est que tu fais un travail jusqu'à un âge vénérable que la retraite pourra déterminer ici au Québec. Puis ensuite, tu peux continuer à travailler 3 jours semaine, puis travailler 1 jour semaine. La société, les entreprises doivent intégrer ça de plus en plus. C'est comme ça qu'on va vivre d'une manière plus équilibrée, plus sainement, en permettant aux gens qui veulent prendre leur retraite totalement à 50 ans, qu'ils le fassent. Mais ceux qui veulent la prendre graduellement jusqu'à 80, eh bien, qu'ils le fassent aussi. Il faut laisser personne derrière. C'est une vraie honte ce qui se retrouve de mettre tous nos aînés dans des CHSLD non financés. C'est comme si vous avez fini votre vie de travailleur utile. Bon, là, vous vous reposez pendant 12 ans et après ça, vous n'avez rien à faire. Et puis, il n'y a rien pour vous d'ailleurs. Les entreprises, vous êtes vieux, on ne veut plus de vous. Puis ensuite, on vous parque dans un CHSLD jusqu'à temps que vous vous absentiez. Mais c'est une honte, cette société-là. Ce n'est pas ça l'avenir. C'est pas ça le Québec de l'avenir. Le Québec de l'avenir, c'est tu fais partie du groupe de 0 jusqu'à ta mort. Merci, j'aime beaucoup ton énergie. Tu transmets ta passion, on s'abreuve. Je vous rappelle, si vous appréciez les idées qui sont véhiculées, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Même si la diffusion est terminée, vous pouvez le réécouter en rediffusion. Ben, vous pouvez revenir, reposer des questions. Laurent pourra y revenir par la suite. Alors, je vais continuer un petit peu dans ton programme. Revue des produits chimiques admissibles au Québec. En ce moment, c'est le Canada qui gère ça un peu. Là, c'est Santé Canada qui gère un peu quels produits peuvent entrer ici. Donc, je ne sais pas si tu avais envie de développer un peu là-dessus. Écoutez, je vous donne un exemple. Il y a 1600 produits chimiques. 1600, ça c'est 1600. 1600 produits chimiques qui ne sont pas admis en Europe et qui sont joyeusement saupoudrés au Québec, au Canada. Moi, pour mes enfants et mes petits-enfants, et moi-même éventuellement, j'aimerais savoir ce que c'est. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait que des Homo sapiens moyens en Europe, on dit il y a 1600 produits ici. Pas sûr de ça, moi, que c'est bon. On va les éliminer. Et nous, ici, on se les farcit joyeusement dans les jouets pour enfants qui se mettent dans la bouche, dans les nourritures dans les supermarchés, dans nos oreillers, dans nos matelas. Et j'en passe et j'en oublie. Peut-être qu'il faudrait s'attarder à ça. Moi, je dis, la société québécoise doit aller vers la santé. La santé passe par je m'exempte du chimique. Et ce n'est pas acceptable qu'au Québec, on ait 1600 produits qui sont poussés dehors par des Européens, puis que nous, ici, on dort dessus. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, en s'exemptant du Canada, on va avoir ici, au Québec souverain, une commission sur les produits chimiques. Et je peux vous dire qu'on va dresser une liste serrée. Et c'est comme ça. La liste sera la liste. Et on va s'exempter de tous ces produits-là. Excellent. Je poursuis rapidement. Je sais qu'on a touché revue de l'étiquetage pour le local, le bio, le Monsanto.
Je pense qu'on va juste passer rapidement, mais je les présente quand même. 4 semaines de vacances par année obligatoires par la loi, t'en as parlé. Qu'est-ce qu'on a ici? Obligation de détente quotidienne au boulot offerte par les employeurs. Peut-être que tu peux développer un peu ça. Détente quotidienne au boulot. Qu'est-ce que tu entends par là? Mais c'est toujours, c'est, moi ça m'intrigue toujours de voir des reportages sur Apple, sur Google. Vous allez dans ces, ils font des reportages dans ces entreprises et là vous trouvez des aires de détente, des moments de détente totale où les employés n'ont pas à travailler, des divertissements, des espaces de discussion, des aires de jeu, des garderies. euh, et, et moi, je dis, pourquoi pas chez nous, d'une manière légalisée? Les plus grandes entreprises, celles qui ont accès à la connaissance, celles qui savent que le bien-être d'une société passe par des contributeurs employés sains de corps et d'esprit, appliquent des méthodes pour s'assurer que leurs employés sont dans la meilleure forme humanoïde possible. Et nous, au Québec, on a 400 000 PME. 400 000 PME. Et il n'y a rien pour eux là-dedans. Donc j'ai 90% des travailleurs du Québec qui n'ont pas accès à ces meilleures pratiques. C'est non. Alors, dans un Québec souverain, dans un futur gouvernement du Parti québécois dont je serai le chef, il y aura immédiatement une étude sur la meilleure façon d'appliquer les meilleures pratiques de la santé globale des travailleurs au travail. Et ça passe par tout ce que je viens de vous nommer. De la détente, des capacités qui sont hors boulot concentriques exclusivement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on arrive à faire dans un temps imparti régulier, normal, toutes les choses que l'on doit faire, que ce soit en 5 heures ou que ce soit en 7 heures. Alors, il n'y a aucun problème avec le fait d'abord, on est plus productif dès lors qu'on est dans un contexte qui est plus favorable et qui permet de se relaxer l'esprit et le corps au boulot même. Les meilleures et les plus grandes entreprises, les plus performantes le font. Et nous, au Québec, le problème qu'on a, c'est qu'on a 400 000 PME qui représentent la majorité de nos travailleurs, 90%, et ils n'ont pas accès à ça. Il faut changer ça par la loi. Ça prend une étude. Il faut faire ça sur le temps long. Mais si on ne commence pas demain matin à se poser la question, à faire l'analyse, à légaliser et à donner du temps long à tout le monde pour se mettre droit dans leurs bottes, on n'y arrivera jamais. Alors comme c'est un navire qu'on doit réorienter lentement, il vaut mieux commencer très tôt parce que ça va être long. Donc plus on retarde, pire c'est. Ça prend pour ça toujours deux choses, le temps long, mais la volonté politique. Excellent. On poursuit. Augmentation des super-infirmières à 5 000 d'ici 2030. Bon, on a l'exemple là, des préposés aux bénéficiaires. On en avait besoin de 10 000. Il y a eu 93 000 CV dans la façon de les recruter. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux la façon que le gouvernement Legault l'a mis en place, mais on dit toujours, il manque de pénurie, il manque de main-d'œuvre. Comment tu vas faire pour arriver à 5 000 super-infirmières d'ici 2030? Mais je pense qu'il y a une démonstration qu'il y a quelque chose de possible là quand même. Mais Tom a posé la question tout à l'heure. N'est-ce pas? C'était clair. Oui, tout à fait. Il a dit, est-ce qu'on ne va pas repartager la manière dont le système opère? Exact. Absolument. Absolument. Les super infirmières, on en a 2 fois moins qu'ailleurs. Alors, il faut multiplier par 3 au moins le nombre de super infirmières à court terme. Il faut atteindre 5 000 avant 2030. Il faut aller vite et bien. Donc, il faut se hâter lentement. Comment on fait pour former des super infirmières? Eh bien, on fait ça comme on fait pour former n'importe qui. Il faut donner, et des super infirmiers, il faut donner du temps
en milieu de travail, permettre de passer des examens en milieu de travail. Il faut permettre l'accès aux cours à distance. Il faut permettre les congés pour l'apprentissage. Il faut permettre des cliniques disponibles pour le temps pendant lesquels elles vont faire du clinique. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut travailler dans une optique fondamentale de réaliser 5000 infirmières en 2030, 5000 super infirmières en 2030. Alors, il faut, quand on se donne l'objectif, on prend les moyens pour. Plus vite elles arriveront dans le système, plus vite l'accès aux soins préventifs et curatifs sera disponible. Et il faut le faire régionalement. N'est-ce pas? C'est fondamental. Il faut tout le temps garder à l'esprit deux choses. Le citoyen, la région. Absolument. Baisse d'impôts pour les membres des clubs d'entraînement et autres activités sportives, on en a parlé. Ah, la cigarette ici. Obligation de déclarer l'achat de cigarettes indiennes. Tripler les amendes pour ces achats criminalisés. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup de cigarettes indiennes? J'ai l'impression que c'était un peu une époque... mon père était au ministère des Transports et voyait ça passer pas mal, mais est-ce qu'il y en a encore beaucoup de cette contrebande-là? Il y en a encore beaucoup. Et il y en a évidemment beaucoup trop. Alors, au Québec, on meurt plus que dans tous les pays avancés de maladies pulmonaires. Au Québec, plus que partout au Canada et plus que partout dans les pays avancés. Ce n'est pas acceptable. Emphysème, cancer du poumon, tumeur, ça le dit bien. Alors, il faut s'attaquer d'une manière frontale à la cigarette, de manière frontale. Alors, pour ça, il va falloir légiférer et il va falloir se rapprocher des distributeurs qui sont en ce moment beaucoup sur des réserves autochtones. Les Autochtones ont profité de cette mauvaise manne, évidemment. Il faut nous rapprocher des Premières Nations qui font à Kanawake, Kanesatake, de la vente de ces cigarettes-là, mais il faut surtout s'attaquer à l'habitude. Il ne faut pas ostraciser les Premières Nations avec ça, mais c'est un fait. On est confronté à ça. Bon, c'est un problème. Il faut le nommer, il faut s'y attaquer. Il faudra s'y attaquer par la loi de manière sérieuse. Maintenant, parce que ce sont nos amis, n'est-ce pas? Est-ce que je dois le répéter? Maintenant, il faut surtout s'attaquer aux mauvais réflexes. Il y a encore beaucoup trop de jeunes qui commencent à fumer. Beaucoup trop fumer la cigarette. Beaucoup trop. Alors, même chose pour la marijuana. Alors, je suis d'avis qu'il fallait légaliser le pot. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Maintenant, il faut la légaliser, mais il faut aussi l'empêcher. Il ne faut pas que sa consommation pour le plaisir devienne généralisée parce que c'est un danger pour les maladies pulmonaires. Malheureusement, et la cigarette au premier chef, n'est-ce pas? Donc, il faut s'attaquer encore de manière plus frontale au réflexe de la consommation de cigarettes et ça doit se faire dans les écoles. Tout se joue en jeune âge. Excellent. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Il y a beaucoup de trucs à parler. Le programme est assez touffu. Je défile rapidement les points dont on n'a pas parlé. Je pense qu'on va passer très vite. Attaque de front au suicide, doublement des moyens pour les organismes. Je pense que c'est assez clair. On a parlé un petit peu tantôt aussi. Subvention des produits locaux, bio, santé. Taxation des gras, sucres non naturels et sel. Fin des ristournes des pharmaceutiques aux médecins. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de ça, de ce système-là, des ristournes des pharmaceutiques et pourquoi tu veux y mettre fin. Rapidement, okay. On a quand même 1 heure de fait. Il n'est pas possible de faire en sorte que les médecins encouragent par des ristournes de fabricants de molécules leur distribution dans la société au grand complet. On est une des sociétés les plus médicamentées
du monde occidental. Donc, il faut que cette pratique-là cesse demain matin. Excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fin de l'incorporation unique des médecins. Donc, les médecins sont des travailleurs autonomes en ce moment au Québec. Tu veux proposer un nouveau régime salarié. C'est un gros combat à mener, ça, quand même. Comment tu comptes le mener pour réussir cette conversion, si on veut? Il y a, on va, dans un premier temps, laisser le choix, n'est-ce pas? On va, dans un premier temps, laisser le choix aux médecins entre la poursuite de l'incorporation, mais il y aura un régime parallèle disponible de salariés pour les médecins. Écoutez, les salaires versés aux médecins sont au Québec les plus élevés dans le monde, ou presque, n'est-ce pas? Il y a quand même 193 pays, il faut faire la part des choses. Alors, d'abord, on n'a pas ces moyens-là, et deuxièmement, il faut trouver un moyen de diminuer la masse salariale et le poids de cette corporation médicale dans le budget de la santé. Et aller vers un régime de salariés comme il existe ailleurs, dans plusieurs pays très performants et beaucoup plus riches que nous. On peut penser, par exemple, à la France, à l'Allemagne, ailleurs. Il y a des pays qui sont plus riches, plus performants d'un point de vue santé et qui proposent des rétributions qui sont justes, il faut le dire, mais qui ne sont pas exclusivement, qui ne font pas des médecins exclusivement des machines corporatives. Alors, il faut s'attaquer à cette problématique. Ça, on n'a pas les moyens de ça. Et en plus, il y a une autre chose. C'est que non seulement on n'a pas les moyens de ça, mais en plus, il faut être capable de verser des salaires en fonction de ce qu'on peut payer. Et ce n'est pas le cas en ce moment. La CAQ a échoué lamentablement. Ils ont fait toute leur campagne électorale sur aller chercher 1 milliard aux médecins spécialistes. Ils sont allés chercher à peine 500 millions, et le 500 millions qu'ils sont allés chercher, ce sont les médecins spécialistes qui vont décider de la manière dont ce sera dépensé. La CAQ est allée chercher 0 auprès des médecins spécialistes, un échec lamentable, total. Si j'accède comme chef du Parti québécois et que nous remportons les élections de 2022, il sera clair auprès des médecins spécialistes que le milliard sera dans les coffres du gouvernement du Québec exclusivement pour le ministère de la Santé de décider de la destination budgétaire. Centré sur le préventif. Optimiser les budgets de la santé pour s'assurer que les sommes immenses tournent dans l'économie d'ici en toute priorité. On avait commencé avec ça. Salaire des médecins calculé en fonction du coût de l'État pour leur diplomation. Et ensuite, établir des rémunérations en fonction des capacités de l'État à payer en perspective des rétributions salariales offertes dans les pays de l'OCDE. Donc, c'est ce dont tu viens de parler. Je veux terminer, on a fait un bon bout de temps, sur ton texte sur l'économie de demain, qui dit que l'économie de demain, c'est celle de la vie. Alors, je la lis et tu pourras la commenter par la suite pour terminer la rencontre de ce soir. Les domaines de l'alimentation, de l'éducation, de la santé, de la recherche, de l'hygiène, des équilibres humains, des énergies propres, tous intégrés dans une économie de la vie, devant concourir à l'amélioration de la condition humaine collective par leurs innovations conjuguées. Alors, ça résume ton point de vue général sur la société, sur ce que tu aimerais faire du Québec. Peux-tu nous élaborer un petit peu pour terminer la rencontre de ce soir? Tu as été très généreux. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous appréciez les idées qui sont véhiculées par Laurent, si vous voulez les entendre en débat au Parti québécois, vous devez signer son formulaire avant le 26 juin. On doit récolter 2000 signatures. Donc l'adresse est en bas ici de la diffusion, lvézinapq2020.québec/appui. Donc vous allez trouver là tous les formulaires de tous les candidats. Vous pouvez en signer autant que vous voulez, ceux qui vous intéressent. Alors, je reviens à l'économie de demain, c'est celle de la vie. Je te laisse le dernier mot là-dessus pour nous expliquer cette vision que tu as. Bien, je vais terminer sur cette idée qui est philosophique, fondamentale. L'humain, au Québec, n'est pas exclusivement qu'un agent à travailler et à générer des impôts. Moi, je pense qu'on doit... La première chose à laquelle on doit s'attarder en tant que société, quand on devient chef de l'État, c'est d'améliorer la condition humaine de nos concitoyens. Et les gens vivent
de plus en plus longtemps, plus vieux, et pour que ça se passe le mieux possible, il faut permettre des environnements qui contribuent à l'amélioration de notre condition d'humain dans notre société. Et donc, il faut profiter de ça, puisque c'est, au cours des 100 prochaines années, le concept économique qui va être dominant. On vient de le voir avec le COVID. Toutes les sociétés ont été prises de court par ça. Je n'ai pas de masque, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de vaccin, je ne connais pas le virus, et on dépend de l'autre. Appel pour acheter des masques. Qui va développer le vaccin? Et cette société va-t-elle le redistribuer? De plus en plus, on va avoir plus d'humains sur la Terre et on va vivre plus vieux. Alors il faut profiter tout de suite de ce tremplin qui est là devant nous pour développer une économie intégrée, l'économie de la vie. Donc, s'assurer que nos pharmaceutiques ici y restent, qu'elles réfléchissent ici, qu'elles fassent leur recherche et développement ici et qu'elles fassent leur fabrication de médicaments ici. S'assurer que l'ensemble des médecines contribuent à la prévention de la santé, à la préservation de la santé chez nos concitoyens, impliquer tout le monde et partager la connaissance et donner les meilleurs réflexes depuis le plus jeune âge, s'assurer que l'alimentation est saine, que nos environnements sont décarbonisés, on pourra y revenir dans l'économie, enlever les voitures à essence, aller vers l'électrique, essayer de diminuer le plus possible les véhicules, aller de plus en plus vers le commun, etc. Et c'est cette économie de la vie où tout est lié, où tout doit être conjugué pour améliorer, pour qu'il y ait une amélioration de la condition humaine. Et ça doit se faire par cette conjugaison de l'ensemble des secteurs économiques qui se prêtent à l'amélioration de la condition humaine. Il faut faire une grappe économie de la vie ici au Québec. C'est fondamental pour le futur proche. Et encore une fois, ça s'inscrit dans le temps long. Mais il faut commencer maintenant. Excellent, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont passés, qui ont grappillé quelques idées ici et là, qui vont peut-être revenir. C'est pas tout le monde qui avait une heure complète à consacrer, donc merci d'être passé. N'hésitez pas à commenter, à partager avec les autres ces idées-là, à aimer évidemment et tout ça. Il y en a d'autres. Jeudi prochain, donc jeudi dans 2 jours, on fait l'éducation. Mardi de la semaine prochaine, économie et environnement. C'est quand même assez lié. Il y a plusieurs notions, plusieurs volontés économiques qui sont très liées à l'environnement. Et jeudi de la semaine prochaine, l'indépendance, carrément. C'est quoi le plan pour atteindre l'indépendance? C'est quoi le plan de Laurent pour aller vers ce pays normalisé du Québec? Alors, merci infiniment de ton temps, Laurent. Merci à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. On se donne rendez-vous jeudi pour l'éducation. Merci.